Bonjour à toutes et à tous, chers Florengeoises, chers Florengeois. Je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui entamer ce premier Facebook Live. Alors c'est, on va dire, le deuxième Facebook Live, mais que j'ai l'occasion de faire sur Facebook. Aujourd'hui, nous lançons la série d'un Facebook Live hebdomadaire. L'idée, pour bien expliquer à toutes les personnes qui vont nous suivre aujourd'hui et les semaines qui vont arriver de ce Facebook Live, c'est de pouvoir répondre aux Florengeois de manière régulière, de manière permanente, dans un mode d'expression qui est direct, et d'avoir un autre outil de communication à l'égard des Florengeoises et des Florengeois par rapport à leurs préoccupations, et aussi d'informer Florengeoises et Florengeois ainsi que les personnes qui suivent notre actualité sur une thématique par semaine qu'on va essayer de s'astreindre à commenter ou à expliquer. Donc aujourd'hui, pour ce premier Facebook Live, donc l'idée c'est d'avoir une récurrence. Nous avons eu, suite à l'annonce il y a une semaine de ce Facebook Live, 5 questions. La thématique du jour, telle que je l'ai annoncé tout à l'heure, est la thématique de l'environnement, de la considération générale sur l'environnement, et également sur pollution de la Fensch, notamment, qui est le plus important. Je répondrai bien évidemment à toutes les questions en live si j'y arrive, et si je n'y arrive pas, je répondrai aux demandes qui sont les vôtres la semaine prochaine dans le prochain Facebook Live. Ça sera l'occasion d'assurer une continuité sur ces annonces et sur ces questions surtout. Concernant donc la thématique du jour, là encore n'hésitez pas dans le mode d'expression à m'envoyer des opportunités, des questions ou alors des idées pour améliorer le Facebook Live, puisque je suis dans une logique, en étant sur Facebook, de co-construction avec vous, avec les internautes qui nous suivent. Donc si vous avez des idées pour améliorer ce Facebook Live, pour des idées de thématiques également, ça peut être l'occasion de co-construire nos discussions en direct et en ligne. Alors, mesdames, messieurs, donc aujourd'hui j'ai décidé de parler d'une thématique qui est la thématique très importante aujourd'hui de la pollution et de manière générale en fait de la question environnementale. La question environnementale, on le sait aujourd'hui, est plus qu'importante pour nos populations. Je dis nos populations parce que j'inclus bien évidemment la population de Florange, j'inclus bien évidemment l'ensemble des Florengeoises et Florengeois qui vivent dans un environnement particulier, puisqu'on est un territoire industriel. Et je dis nos populations parce qu'il n'y a pas que les Florengeois à qui je parle, mais je parle en général. Il est vrai, il faut le dire, que d'année en année, de génération en génération, la sensibilité à la question environnementale en France est de plus en plus importante. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je me permets de parler comme un sujet majeur des politiques publiques à venir et d'aujourd'hui, de cette question environnementale. Alors la question environnementale au niveau communal, elle est d'une certaine manière quand même compliquée, puisque je le dis, on n'a pas forcément toutes les armes en main au niveau d'une commune pour avoir une capacité d'action, mais pourtant sur des problématiques très concrètes, la ville peut avoir une capacité à agir, une capacité à orienter les politiques sur la question du stationnement, sur la question de la place du véhicule dans notre environnement en général, sur la question de l'artificialisation des terres, ou de manière plus générale de la question industrielle, de la relation à l'industriel. Et donc, bien évidemment, pour entamer cette question de la thématique, je vais parler d'un sujet concret qui est cette question de la relation à l'industriel, puisque, vous le savez, la ville de Florange, et en ce qui concerne la ville de Florange, nous avons en permanence une problématique constante qui outre d'autres problématiques plus globales sur l'écologie, l'environnement, tel qu'on pourrait le voir de manière très large, impacte vraiment aujourd'hui nos populations à Florange. C'est les soucis de pollution récurrentes, et notamment la question de la pollution de la Fensch, la pollution de l'air.
Aujourd'hui, vous le savez, je suis entré avec Michel Lipgott, hein, le président de la communauté d'Aglo, avec l'appui d'autres maires également, l'appui d'autres maires au niveau du territoire du Val de Fensch, un peu dans un coup de gueule à l'égard des industriels et surtout de l'État par rapport à la question de la pollution de la Fensch et des pollutions liées aux industriels. En effet, quand on est sur Florange, je le dis, j'étais encore hier rue Neuve pour une réunion publique. Rue Neuve, beaucoup se souviennent par exemple d'une problématique l'année dernière, en juin dernier, où d'une marée noire, on l'avait appelé comme ça à l'époque, qui a impacté un petit peu le cadre de vie, puisque nous avions eu de l'eau mélangée à du coke qui était arrivée dans les rues, mélangée. Je dis puisque il y a eu une forte inondation avec des fortes pluies engendrant ce phénomène exceptionnel, mais c'est qu'un phénomène parmi d'autres puisqu'il y a des pollutions récurrentes. Il faut savoir que nous avons avec l'industriel des relations quotidiennes. C'est évident et loin de là l'idée de stigmatiser ArcelorMittal plus qu'un autre industriel, puisqu'il faut les citer, hein, il y a la ville de Florange a sur son territoire un grand nombre d'industriels. Nous sommes à ce territoire industriel et donc nous avons tous les avantages et tous les inconvénients. La question de la coquerie est fondamentale quand on parle d'environnement et de cadre de vie, puisque la coquerie est une entreprise qui a son antériorité sur le territoire de Florange et qui, d'une certaine manière, en plus, est fondamentalement, j'allais presque dire, mariée à la ville. C'est-à-dire que la ville et les quartiers sont... certains quartiers sont à quelques dizaines, quelques mètres ou quelques dizaines de mètres, voire quelques centaines de mètres parfois, de cette énorme usine qui, qu'il faut le dire, est polluante. Alors nous avons des contacts réguliers, je le disais, avec ArcelorMittal qui, objectivement, nous accompagne, nous explique en permanence ce qui est fait. Nous avons un comité de suivi du site. Je le dis, c'est important que les Florangeois aient en tête. Chaque année, nous avons une réunion en préfecture avec des représentants d'ArcelorMittal, avec des représentants de l'État, la Direction régionale de l'environnement, l'ARS, l'Agence régionale de santé, ainsi que d'autres collectivités partenaires qui sont également concernées par la problématique industrielle d'ArcelorMittal. Et lors de ce comité de suivi, nous avons accès à des données en matière sur la réalité de la pollution. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est cette problématique de la pollution, et notamment, puisque la coquerie est véritablement surveillée, il faut le dire, sur la pollution de l'air. Sur la pollution de l'air, que dire ? La pollution de l'air, aujourd'hui, en moyenne, annuellement, hein, sur toute une année, sur tout un exercice annuel, la coquerie semble respecter, jusqu'en 2016, respecter à peu près la réglementation en vigueur du taux de rejet dans l'air de ce qu'on appelle le benzoapyrène, qui est un dispositif, enfin une substance chimique qui est rejetée dans l'air et qui, d'une certaine manière, pollue un petit peu l'atmosphère, il faut le dire. Et avec le suivi que l'on fait, il y a, il faut le dire, différents, dans chacune des écoles, à Famec, à Sérémange, à Florange, il y a des dispositifs de détection qui nous permettent de savoir d'année en année la propagation des vents et l'impact au niveau de la ville de ces pollutions. Donc je le dis et je le répète, globalement, nous n'avons pas de grandes inquiétudes si on regarde la moyenne. Il y a des épisodes, et nous le sentons tous, puisque les Florangeois le savent, hein, quand nous sommes dans la ville, il y a des moments où la pollution est plus importante qu'à d'autres moments. Et le taux peut atteindre certains plafonds, on va dire ça comme ça, assez importants, de manière très temporaire et de manière très ponctuelle. Parfois sur quelques jours, le plafond est largement dépassé, très largement dépassé, mais en moyenne, si l'on le lit sur toute une année, ce plafond de pollution correspond à la réglementation. Alors,
Il faut le dire également, la réglementation a changé depuis 2016, et si l'on regarde la nouvelle réglementation, qui est plus exigeante en matière de pollution, qui divise par 2 le taux réglementaire, depuis 2016, la réglementation n'est plus respectée puisque le taux a baissé, le taux réglementaire a baissé. Donc aujourd'hui, il faut le dire, ArcelorMittal va avoir pour objectif, par la Direction régionale de l'environnement, de respecter ce nouveau plafond. Et je tiens à le dire également dans ce Facebook Live, chaque année lors du comité de suivi, moi il me semble important qu'aujourd'hui on ait une communication directe dès lors que j'aurai accès à ce comité de suivi sur les résultats de cette pollution. Et j'encourage ArcelorMittal aussi, puisque ça fait partie des discussions qu'on a aujourd'hui, à communiquer. Et je pense que c'est important, à communiquer leurs résultats, peut-être de manière formelle, en mettant les formes pour que nous n'ayons pas de mésinterprétation sur les résultats, mais dans les temps qu'on connaît, avec la sensibilité d'aujourd'hui sur la question environnementale, il me semble important que sur la qualité de l'air, ArcelorMittal communique ces résultats à la population, ou en tout cas dans le journal, ce qui serait une méthode. Il y a également des organismes qui font un contrôle, pour ceux qui s'y intéressent. Atmo Grand Est fait comment on va dire ça, fait ce contrôle de la pollution de l'air. Voilà pour la pollution de l'air. Je suis très succinct parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais passer à une autre pollution, c'est la pollution de la Fensch. La pollution de la Fensch, on a une problématique concrète, c'est que au moins une fois par mois, je caricature, mais au moins une fois par mois, on est appelé, les élus de permanence sont appelés avec la police nationale, avec les pompiers, sur site. Alors quand je dis sur site, c'est un lieu très précis, c'est rue de l'Ancienne Tannerie, sur le pont qui borde la Fensch, puisque les Florangeois le savent, notamment quand on habite Grand Rue, il y a régulièrement à proximité de la Fensch des odeurs nauséabondes qui impactent la qualité de vie des uns et des autres, des citoyens de la ville de Florange et notamment de ses quartiers. Ces odeurs ne sont que la conséquence d'une pollution de la Fensch, une pollution aux hydrocarbures. Alors certains disent au benzène, je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur, donc je n'ai pas forcément véritablement de confirmation sur les substances, mais nous avons des pollutions récurrentes. Alors je peux vous donner les dates où on a été appelé, le 8 du 3 2019 à 11h30, le 28 du 3 2019 à 15h, le 2 avril 2019, le 12 du 8 2019, le 31 du 8 2019. Voilà des dates très concrètes avec des horaires très précises sur lesquels les élus du Val de Fensch, les élus de la ville de Florange, la police nationale, les pompiers d'ArcelorMittal sont appelés et on constate à chaque fois des traces visibles d'hydrocarbures dans la Fensch. Ces traces d'hydrocarbures sont un fait, puisque à chaque fois nous les constatons, nous les filmons. Et pourtant, je vais le dire comme ça, nous n'arrivons pas, sauf de manière très précise, de manière très précaire, nous n'arrivons pas à savoir qui pollue la Fensch. Donc parfois, sur les 5 pollutions, 2 ont été attribuées à ArcelorMittal et ArcelorMittal a avoué publiquement avoir effectué ces pollutions. Et en bonne foi, je suis persuadé qu'il n'y a pas qu'ArcelorMittal qui pollue la Fensch. Et donc, puisque on peut le constater dans leur process de production, il y a une visibilité qui est évidente lorsque ces épisodes de pollution peuvent avoir lieu. On peut voir l'endroit où arrivent les pollutions, on peut le constater. Je suis persuadé que ces pollutions sur la Fensch ne sont pas que du fait d'ArcelorMittal, mais nous, en tant que collectivité, nous pouvons faire des tests de l'eau pour s'assurer que l'eau est polluée, mais nous n'avons pas forcément de moyens de police administrative, ni de moyens de détection exactement des lieux où arrivent ces pollutions. On peut avoir des présomptions, mais nous n'avons pas de quoi accuser.
Et c'est pourquoi nous nous retournons vers l'État. L'État qui a plus de moyens, bien évidemment. L'État qui a un service régional, la direction régionale de l'environnement, qui sont compétents, qui ont la compétence et les capacités de gérer normalement ces pollutions. Alors, ces services de l'État refusent de se déplacer quand on les appelle. Et c'est là où démarre le coup de gueule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde très concrètement nos interventions, beaucoup de monde se déplace, mais l'État ne se déplace jamais. En tout cas, les services de l'État ne se déplacent jamais. De même, je le disais, j'ai très concrètement et très souvent, j'ai des contacts avec les services d'ArcelorMittal. En toute transparence, dès lors qu'il y a un épisode de pollution constaté, j'ai un rapport très sympathique même avec les représentants d'ArcelorMittal et qui nous disent, je le répète, que la plupart des pollutions ne sont pas de leur fait. Et je n'ai aucun moyen de le savoir puisque si ArcelorMittal m'appelle, les services de l'Adréal ne m'ont jamais encore appelé pour me prévenir d'une pollution ou de qui était en réalité le réel pollueur. Ou même des mesures ou du plan d'action qui étaient envisagés par l'État pour lutter contre ces pollutions permanentes. Et donc c'est là où, pour moi, avec Michel Libotte, il y a un véritable problème dans l'action de l'État aujourd'hui. C'est que l'État n'administre pas réellement ce dossier, ne gère pas réellement ce dossier de la pollution de la Fensch et est un petit peu attentiste sur le dossier de la pollution de la Fensch. D'où le coup de gueule et d'où l'exigence aujourd'hui que le préfet s'en saisisse sérieusement. Alors, je ne sais pas si au niveau du timing, on peut encore continuer sur cette question de l'environnement. Je vais continuer maintenant avec les questions. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions sur l'environnement, à nous solliciter. Je répondrai dans la partie questions plus tard. Enfin, plus tard, la semaine prochaine. Sur les différentes questions que l'on m'a posées. La première des questions qui a été posée, relevée d'un habitant qui nous a envoyé un mail le 5 septembre dernier, en 2019, qui concerne la question environnementale, et c'est pour ça que je commence par cette question. Un certain Jonathan qui nous envoie une question, puisque vous avez peut-être vu, chers Florangeoises et Florangeois, qu'il y allait y avoir des modifications concernant l'avenue de Lorraine. Il va y avoir des modifications concernant l'avenue de Lorraine, notamment en matière de sécurisation de l'avenue de Lorraine, avec la réduction de la taille de la voirie. C'est un vrai objectif aujourd'hui de limiter la taille des voiries. Cette voirie qui est aujourd'hui plus proche d'une voie rapide plus que d'un axe interquartier comme il devrait l'être, puisqu'elle fait aujourd'hui 11 mètres. L'objectif aujourd'hui, c'est de limiter l'avenue de Lorraine de 4 mètres en y mettant du stationnement des deux côtés, ce qui permettrait de rajouter 60 places de parking. Ce cher Jonathan, donc, qui nous envoie ce mail, se révolte justement qu'à l'heure où la question environnementale est importante, on crée plus de places de parking, on crée encore des places de parking qui peuvent limiter ou rendre encore plus dangereux sur l'avenue de Lorraine le trafic de vélos. Alors, le trafic et notamment les infrastructures en matière cyclable et de transport léger en général, en mode doux. Donc pour répondre à Jonathan, je lui dirais juste que l'avenue de Lorraine est large, effectivement, mais il y a également des trottoirs qui sont larges et qui peuvent être facilement aménageables. Alors je le dis sur la question des cycles et en général, des voies vertes, des voies douces, c'est fait partie des priorités qui nous sont imposées au niveau des collectivités. Toutes les collectivités ont agi à cet égard, toutes les municipalités dans leur continuité ont agi à cet égard pour développer le mode doux sur Florange. Il suffit de voir ce qu'a pu faire comme travaux le Val de Fensch au niveau de la RD 952, donc la rue nationale. Il y a un début de travaux qui a été engagé et qui facilite le trafic en vélo et qui va continuer normalement dès 2021 sur la rue nationale. Nous-mêmes, nous avons fait des travaux rue de Bourgogne qui permettent de connecter la place d'Arlin, l'impasse du Périgord et la rue de Bourgogne vers l'avenue de Lorraine et qui permettent de connecter tout un pan de quartier aujourd'hui en trafic vélo. Et donc, sur la question de l'avenue de Lorraine, nous en sommes bien conscients que limiter d'une certaine manière le trafic
et la largesse de la voie en y mettant des places de parking peut être contraignant pour les vélos. Donc ce que je propose, et c'est une idée, ça serait éventuellement de réfléchir sur ce qui est la voirie piétonne actuellement du côté le long du cimetière et le long de l'avenue de Lorraine. Il y a largement de quoi aménager une voie cyclable ou une voie mixte. Et donc ça peut être une bonne solution qui peut être envisagée pour favoriser le trafic en vélo sur cet axe. Il y a des aménagements qui sont nécessaires. Aujourd'hui, ils ne sont pas prévus, mais en tout cas, je promets d'y réfléchir et donc je réponds à Jonathan qu'on y pense à cette problématique du vélo, que son intervention est une bonne intervention car elle nous permet d'améliorer ce projet effectivement qui était prévu. Et je finis, pourquoi créer 60 places de parking à cet endroit-là? Parce qu'il y a un quartier qui a été créé, le quartier rue Jean Moulin, sur lequel le stationnement n'a pas été pensé. Et donc aujourd'hui, nous sommes obligés de faire le service après-vente de ce lotissement qui souffre à cause de cette problématique du stationnement. Et donc aujourd'hui, nous prévoyons ces places de parking à la fois pour limiter le trafic, mais aussi parce qu'il y a un véritable problème, ou en tout cas un véritable besoin de stationnement dans ce quartier. On est aujourd'hui, il faut avoir conscience, à 2 voire 3 voitures par famille, donc il faut l'envisager, et ça fait partie d'ailleurs des prévisions pour notre révision du plan local d'urbanisme, évidemment. Tant qu'on est sur l'environnement, j'ai un certain Roland qui m'a interrogé sur la 31 bis. Je vais être rapide là encore, et s'il y a des questions complémentaires, bien évidemment, j'y répondrai la semaine prochaine. A-t-on des nouvelles sur la 31 bis? Il paraît que d'autres en ont, d'après ce que me dit Roland. Eh ben, je répondrai à Roland de manière avec un grand plaisir que je n'ai pas plus de nouvelles. Et je suis assez surpris d'entendre que d'autres en ont et ne me les communiquent pas. Donc si certains en ont, je leur demande, je ne sais pas de qui on parle, mais je leur demande de prévenir le premier concerné, le maire. Donc je fais ce premier appel. La seule chose pour moi sur la 31 bis aujourd'hui, c'est qu'on est toujours sur la même logique. Nous ne voulons pas de la 31 bis tracé F4 historique qui passe sur les terrains que tout le monde connaît, qui traverse la ville, qui la coupe en deux et qui apporte des nuisances avec un dispositif de 500 mètres de tranchée couverte, 1 km de tranchée ouverte et un viaduc à proximité des Carolingiens. Ce tracé de 2,5 km, celui-là nous le refusons. Et nous sommes contre, nous avons toujours exprimé cette opposition. Pour le reste, la position n'a pas changé. Nous avons fait un communiqué de presse commun il y a quelques mois et nous sommes prêts à discuter sur la création d'un souterrain. Un souterrain qui n'est pas une tranchée couverte et qui permettrait la constructibilité sur les 23 hectares de terrain. La question de la constructibilité est importante pour tout un quartier, le quartier des Banges, qui n'a pas beaucoup de choses à proximité, notamment en matière de service public. Mais je dirais également, il est également une garantie que les Florangeois ne seront pas floués pour l'avenir sur le dispositif technique de ce qu'il va y avoir sur ces 23 hectares de terrain. Si nous sommes sur une tranchée couverte, il faut bien avoir en tête que les nuisances seront toujours là, même si les nuisances seront limitées. Donc la position est toujours la même et bien évidemment, je le dis comme je l'ai toujours dit, le tracé F10 sera accueilli à la ville de Florange avec un grand plaisir si jamais il est sélectionné, même si il n'était pas le prioritaire dans l'accord que nous avons eu avec les autres élus locaux. Mais bien évidemment, ça reste un tracé qui est pour nous totalement envisageable. Pour le reste, pas de nouvelles. Juste, je finis sur une question de timing. Tout ce que je sais aujourd'hui sur la 31 bis, c'est que la 31 bis nous allons avoir des études complémentaires qui nous rallongent le délai de moins de 3 ans. Il me reste 5 minutes, donc je vais continuer avec 2 questions. La première question, une certaine Anne, qui me pose une question concernant la répartition et l'organisation entre les écoliers de Florange, notamment concernant l'école André Chénier, ainsi que les créneaux qui sont bloqués par le collège au nouveau gymnase qui est une salle de sport de combat, le gymnase Chénier.
Je pense qu'Anne parle notamment du fait que depuis que nous avons transformé, vous devez le savoir, nous avons transformé le gymnase d'Ory Sud en ce que l'on a appelé le Budokan Florange. Le Budokan, c'est la salle des arts martiaux de Florange. Et donc, cette transformation est en finalisation. Les travaux ont lieu depuis 2 mois à peu près. Nous avons beaucoup investi, à peu près 450 000 € dans ce cadre-là. Et ce gymnase, qui était un gymnase omnisport, s'est transformé en une salle spécialisée dans les arts martiaux. Et donc, forcément, cette transformation implique des changements dans les créneaux. Et il faut savoir que l'école Ory Sud, en accord avec la directrice de l'école, nous a sollicité pour avoir un certain nombre de créneaux. Mais nous a bien expliqué que l'accès à un dojo n'était attractif pour eux que sur une partie de l'année, puisqu'ils ont des cycles en matière de cours sportifs, et donc ils n'ont pas besoin tout le long de l'année de créneaux au sein de l'école André Chénier. Le collège, par contre, n'aura plus accès à l'ancien dojo, puisque l'ancien dojo est transformé en salle de boxe. Et donc, dans ce redécoupage, on va dire, des sports à Florange, il a fallu trouver des compromis et donner un accès également au collège pour un certain nombre de cours qui nécessitaient l'utilisation de tatami. Et donc, c'est pour ça que le collège a une priorité au Kosek Hoken, qui est juste à côté de lui, mais a aussi des créneaux un peu au gymnase municipal et un peu à André Chénier. Donc, à savoir, et je finirai là-dessus sur cette question-là, que tout ce qui a été fait en concertation avec l'école. Tout ce qui a été fait en concertation avec le collège, et tout peut être encore bougé à la marge, tout peut être modifié à la marge si jamais on voit qu'en cours d'année il y a besoin d'ajustement. Nous sommes dans une année de grand redécoupage, nous sommes dans une année de grand bouleversement en matière d'infrastructures sportives, et donc forcément il peut y avoir un peu des petits accros qu'on n'avait pas prévus, mais je tiens à le dire, le service des sports a fait un travail exceptionnel, parce que c'est un travail très compliqué de perdre une infrastructure omnisport pour la transformer en infrastructure spécialisée, et c'est un grand travail d'enchevêtrement de créneaux pour contenter tout le monde. Donc forcément il peut y avoir des petits mécontentements ici ou là, mais globalement je trouve qu'on a plutôt bien réussi. Je finirai avec une certaine Sophie qui me parle de la rue du Bourg, qui selon elle n'est jamais nettoyée, ou que la balayeuse ne passe jamais. Et au niveau des poubelles, les appartements, c'est une véritable déchetterie. Donc concernant la rue du Bourg, je dirais rapidement que cette rue du Bourg, pour ma part, je n'ai pas forcément constaté, je passe un peu dans toute la ville. Par contre, ce qui est clair, c'est que la rue du Bourg, si on me parle de l'appartement, des appartements qui sont tenus par un certain bailleur social, dont la voirie n'est pas refaite, j'ose le dire, c'est du domaine privé. Donc malheureusement, le bailleur social possède une emprise sur laquelle le bailleur doit assurer normalement la propreté, et doit assurer également la réfection de la voirie éventuelle sur le domaine privé. Donc je peux prendre un engagement de dire que on va discuter avec le bailleur sur la problématique que m'a évoquée Sophie. Je peux éventuellement envoyer un courrier ou un mail, là-dessus j'ai aucun souci. Par contre, on ne peut pas faire le travail à la place des bailleurs. On fait déjà, par souci de propreté, à proximité des poubelles semi-enterrées que vous pouvez voir dans un certain nombre de quartiers. C'est la ville qui va ramasser quand il y a des déchets ménagers qui sont posés, parce que des gens, de manière honteuse et de manière incivile, déposent des ordures n'importe où. C'est déjà les services de la ville qui le font, pas les bailleurs, et donc il y a déjà des problèmes à ce niveau-là. Pour la balayeuse, je finis par ça. La balayeuse, c'est quand même une longue histoire, puisque les quartiers ne la voient jamais. Pourtant, elle passe. Je vous le dis, je suis désolé de le dire, la balayeuse, elle passe. Elle essaye de passer une fois par mois. Alors, en début d'année, je l'avoue, on a eu 3 mois où la balayeuse était en panne. Mais la balayeuse essaye de passer dans tous les quartiers normalement. Voilà pour ce premier Facebook Live en direct donc, sur la page Facebook qui est la mienne. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi
ce Facebook Live. Et à la semaine prochaine.